Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sociolinguistique. Collection dirigée par Henri Boyer, Université de Montpellier 3. Conseil scientifique. G. Bergogneau Univ. d'Orléans, France. A. Boudreau Univ de Moncton, Canada. E. Bois Univ de Barcelona, Espagne. J.F. de Pietro IRDP Neuchâtel, Suisse. J. Guillaumou CNRS, France. G. Kremnitz, Univ de Vienne, Autriche. Monsieur Matet Univ de Grenoble 3, France. B. Maurer Univ de Montpellier 3, France. H. Monteagudo Univ de Santiago de Compostela, Espagne. H. Penner Univ. Católica de Asunción, Paraguay. A. Cristol, Univ de Neuchâtel, Suisse, Ch. Lagarde Univ de Perpignan via Domitia, France. Monsieur Tournier CNRS, France. La collection sociolinguistique se veut un lieu exigeant d'expression et de confrontation des diverses recherches en sciences du langage ou dans les champs disciplinaires connexes qui, en France et ailleurs, contribuent à l'intelligence de l'exercice des langues en société. Qu'elle traite de la variation ou de la pluralité linguistique et donc des mécanismes de valorisation et de stigmatisation des formes linguistiques et des idiomes en présence, dans les faits comme dans les imaginaires collectifs. Q'. Elles analysent des interventions glottopolitiques ou encore qu'elles interrogent la dimension sociopragmatique de l'activité de langage, orale ou scripturale, ordinaire, médiatique ou même littéraire. Donc une collection largement ouverte à la diversité des terrains, des objets, des méthodologies. Et bien entendu, des sensibilités. Dernière parution. Françoise Barrere, Les représentations de la catalanité, le marketing politique du Conseil général des Pyrénées-Orientales, 1999 à 2014, 2018. Jonathan Olivier Merlot, La langue et le clocher, les enseignants de français en Italie et d'italien en France, 2018. Carmen Allen Garabato, Romain Colonna, AUTOODI. La haine de soi, en sociolinguistique, 2016. Henri Boyer, Faits et gestes d'identité en discours, 2016. Josep Maria Nadal Farreras, Anne-Marie Chabrolleclertini, Olga Fuliana Noël, L'espace des langues, 2014. Ibtissem Chachou, La situation sociolinguistique de l'Algérie, pratique plurilingue et variété à l'œuvre, 2013. Romain Colonna, Les paradoxes de la domination linguistique, 2013. Marie-Désirée Sol, Imaginaire des langues et dynamique du français. Enquête sociolinguistique, 2012. Henri Boyer et Eddy Penner sous la direction de Le Paraguay bilingue, 2012. Sabine Erhardt, L'écologie des langues de contact. Le Taillot, Créole de Nouvelle-Calédonie, 2012. Éléonore Yasrilabrique, La Turquie et nous. Enquête sur l'imaginaire turc de la France, 2010. Avant-propos. Le présent ouvrage entend apporter une lecture à la fois pluridisciplinaire et plurirégionale de l'institution parlementaire à l'époque contemporaine. Juristes, économistes, politistes, linguistes et analystes du discours ont ainsi fait converger leurs recherches sur l'action et ou le discours parlementaire pour analyser, selon leur champ disciplinaire et le cadre spatial de leur spécialité, Europe-Amérique latine, une forme de renouveau au sein des parlements. Le cadre temporel s'étend de 2008 à 2018, une décennie marquée par la crise économique et son impact quasi immédiat sur des législatures, renouvelée dans le sens d'un renforcement de la mission de contrôle de l'activité gouvernementale, par l'entrée en vigueur d'instruments nationaux ou de dimension régionale, traité de Lisbonne, de fort impact sur l'institution parlementaire, par la place grandissante des femmes au sein des parlements ou encore par essor des réseaux sociaux et leur impact sur la vie parlementaire. Du palais du Reichstag à Berlin au Capitole national de Bogota, en passant par le Parlement européen à Bruxelles, les Cortes de Madrid, ou encore le palais de São Bento à Lisbonne, nous invitons le lecteur à découvrir, à travers 17 contributions, le renouveau parlementaire, qui avait réuni l'ensemble des auteurs autour d'un colloque international célébré les 17 et 18 mai 2018 à l'Université d'Artois, le renouveau parlementaire, 10 ans Action et de discours, 2008 à 2018. Nous avons souhaité que le titre de cet ouvrage reste fidèle à celui du colloque qui nous avait réunis, et offert une occasion d'échange inestimable.
Le premier chapitre rassemble 6 articles offrant des analyses variées des missions et prérogatives du Parlement européen, envisagées sous le prisme de la crise économique, Didier Blanc et Éric Dehaye, ou à travers l'impact du traité de Lisbonne, Diane Fromage, apprécié sous l'angle de la démocratie participative, Benoît Blotin, ou du dialogue interparlementaire interrégional, Andrea Parallé-Lavergne, ou enfin à travers la question de l'immunité des eurodéputés, Isabelle Pingel. Le deuxième chapitre réunit 7 articles proposant des réflexions de dimension nationale sur l'action et le discours parlementaire, à la lumière de réflexions historiques pour le régime parlementaire allemand, Jean-Marc Lagarde, depuis la perspective d'une révision constitutionnelle dans le cas français, Audrey de Monti, dans une dynamique de contrôle de L'. Exécutif entre motion de censure en Espagne, Mélanie Trédé Lopez, et impeachment au Brésil, Cledemar Alves Fernandes, ou encore à travers une analyse du discours parlementaire depuis les bancs de l'Assemblée en Espagne, Gracia Pinheiro, jusqu'aux réseaux sociaux en Colombie, Henri Hernandez-Baiter, en passant par la presse écrite en Catalogne, Ségolène de Moll. Enfin, le troisième et dernier chapitre se consacre à la place occupée par la femme au sein des parlements. La femme est tantôt envisagée comme parlementaire au cœur de l'action législative, de Madrid à Montevideo, Florentina Rodrigo Paredes et Magdalena Celotto, tantôt comme oratrice dans une optique de contrôle du gouvernement, Isabel Roboredo Seara et Isabel Gonçalves Viola, ou encore comme sujet d'étude et d'attention de la législation, Marina Diaz Peralta, Mélanie Trédé Lopez et Henri Hernandez-Baiter. Chapitre 1 – Un renouveau parlementaire au sein de l'Union européenne ? La crise économique et financière à l'épreuve du contrôle parlementaire national et européen, 2008 à 2018. Les frontières nouvelles du parlementarisme dans l'Union européenne. Didier Blanc. Université Toulouse et Capitole. Mai 68 nous a appris qu'il fallait toujours se méfier des slogans et de leur beauté vénéneuse, toujours réducteurs. C'est leur vice autant que leur vertu, ils sont parfois mensongers. Appartient à cette catégorie la formule lancée le 1er décembre 2009 par le président du Bundestag, Norbert Lammert, devant l'université Humboldt de Berlin, qualifiant le traité de Lisbonne de traité des parlements. La crise de 2008 a révélé que l'appréciation était excessive au regard du faible rôle joué par le Parlement européen et les parlements nationaux dans la gouvernance de l'Union économique et monétaire, ci-après UEM. Depuis son déclenchement jusqu'à nos jours, cette période présente un triple intérêt s'agissant de la place des parlements dans le système institutionnel interne et européen. Juridique d'abord, dans la mesure où elle est marquée du sceau d'un renouveau parlementaire consécutif à des modifications contemporaines, Elle procède de la double révision constitutionnelle de février et de juillet de 2008, ou du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 entré en vigueur le 1er décembre 2009 et rehaussé par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance du 2 mars 2012, ci-après TSCG. Historique ensuite, puisque 2008 est l'année retenue pour identifier la survenance de la crise financière, économique, puis sociale ayant parcouru le monde entier. Or, celle-ci a agi à la manière d'un révélateur, en soulignant la faiblesse de l'institution parlementaire dans la gouvernance de l'UEM. D'où ce constat unanimement partagé par ses membres français et européens. Son approfondissement doit aller de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique, qui doit être obtenue par une participation plus importante et en temps opportun du Parlement européen et des parlements nationaux. Prospectif enfin, dans la mesure où en 2018, non seulement les réalisations annoncées dans le sillon de la crise sont connues, mais celles à venir forment un écheveau de propositions ayant en commun d'accorder une faible place à ces figures centrales de la démocratie représentative que sont le Parlement européen et les parlements nationaux. Cette perspective renvoie aux réactions nées immédiatement de la crise, le premier mouvement de la Commission étant d'y répondre par des considérations techniques, le Parlement européen et les parlements nationaux échappant totalement à ces réflexions formées dans l'urgence. Pourtant, dès le déclenchement de la crise, une relation étroite existe entre les réponses à y apporter et l'implication plus forte des parlements, tant leur marginalisation est aussi difficile à supporter que criante.
Il avait fallu une décennie d'efforts pour construire un cadre institutionnel démocratique unique, et voilà que la crise le mettait à bas avant même qu'il ait pu servir. Excessive en ce que le traité de Lisbonne n'octroie que peu de pouvoir au Parlement européen s'agissant de l'UEM, cette appréciation est parfaitement fondée, cantonné qu'il est à un rôle de spectateur s'agissant des éléments de réponse apportés à la crise. En quelques mois, l'observateur assiste au passage d'un traité des parlements à la crise des parlements. Ce phénomène n'échappe pas au principal intéressé, comme l'affirmation suivante du Parlement européen l'atteste. En raison de la crise actuelle et de la façon dont certaines mesures contre la crise ont été prises, le débat sur la nécessité de démocratiser davantage les procédures décisionnelles au sein de l'UEM a pris de nouvelles proportions. La collision entre les deux est un facteur de cristallisation d'un renouveau susceptible de redéfinir les frontières du parlementarisme à la fois au niveau interne et au niveau européen, en réponse selon les propres termes du président du Parlement européen devant la Commission, à la création accélérée de zones déparlementarisées, générée par la crise de 2008. Au point que les interrogations concernant la faiblesse de la participation parlementaire sont portées, au sortir de la crise, hors du cénacle habituel des spécialistes de la chose européenne, et suscite un projet de traité de démocratisation de la zone euro issu de réflexions académiques. De son côté, les prérogatives que tient le Parlement français en relation avec la construction européenne évoluent au gré de développements dont elles épousent le rythme. En 1979, l'élection du Parlement européen, en rompant le lien organique entre les parlements des États membres et le Parlement européen, est à l'origine de la création de délégations parlementaires pour les communautés européennes, devenues en 2008 Commission des Affaires européennes, ci-après CAE. Ces organes parlementaires témoignent également sur le plan organique et fonctionnel d'un renouveau. Il est réalisé à la faveur de la révision constitutionnelle de 2008, et non de celle du 4 février 2008 rendue nécessaire par la ratification du traité de Lisbonne. Dans l'esprit du constituant, les changements opérés participent de l'une des trois orientations contenues dans l'exposé des motifs, un Parlement profondément renforcé. S'agissant en particulier de son rôle en matière européenne dans le prolongement des réflexions du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Édouard Balladur, l'objectif est d'en faire un acteur de la politique européenne de la France. Deux mesures relayées par le constituant sont avancées. La création dans chaque assemblée d'un comité des affaires européennes et l'extension du domaine de l'article 88A4C, au terme duquel, depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, les assemblées peuvent exprimer leurs préoccupations en matière européenne en adoptant des résolutions adressées au gouvernement. La transformation des délégations parlementaires spécialisées dans les affaires européennes en commissions, certes d'une nature particulière, illustre dans cet esprit une promotion institutionnelle. Longtemps serpent de mer du droit parlementaire, ce passage statutaire de délégation à commission en fait les agents d'un renouveau parlementaire dans un contexte constitutionnel plus favorable. Au même moment, le traité de Lisbonne permet au Parlement européen d'accéder formellement au rang de co-législateur et de manière plus générale de conforter son positionnement institutionnel au sein de l'Union. Cette consécration couronne un mouvement entamé dès l'Acte unique européen et visant à promouvoir le Parlement européen en raison de son assise démocratique. Plus qu'un renouveau, sa place témoigne d'un profond processus de parlementarisation de l'Union, lequel étend son emprise sur des domaines tels que l'UEM. Outre l'instauration de la procédure législative ordinaire, le traité de Lisbonne œuvre à une simplification législative en abrogeant la procédure de coopération. S'analysant comme un veto suspensif formé à l'encontre du Conseil, cette procédure avait pour domaine exclusif depuis le traité d'Amsterdam l'UEM. Or, sa disparition a entraîné une substitution procédurale tantôt au bénéfice de la procédure législative ordinaire, tantôt en retenant la seule consultation du Parlement européen. Cette procédure, désormais nommée procédure législative spéciale, traduit un recul certes isolé, mais réel des prérogatives parlementaires. Enfin, cas de figure plus marginal, la procédure d'avis conforme qui confère un pouvoir de codécision passif au Parlement européen,
est remplacé par sa seule consultation. Il s'agit d'un recul supplémentaire de son rôle s'agissant de l'UEM. Toutefois, le traité de Lisbonne permet par le biais de la technique dite de la clause passerelle, de passer d'une procédure législative spéciale à une procédure législative ordinaire conformément à l'art. 48-7 En dépit de cette fragmentation des modes d'intervention du Parlement européen, il a pu endosser les habits du législateur pour la plupart des textes formant l'ossature de l'UEM depuis 2008 à commencer par le six-pack. Ce paquet législatif formé de 6 textes, dont 5 règlements et une directive, a été adopté pour 4 d'entre eux au terme de la procédure législative ordinaire plaçant sur un pied d'égalité le Parlement européen et le Conseil. Quant aux 2 règlements formant le two-pack, ils procèdent pareillement de cette coproduction législative. Par la suite, l'approfondissement de l'UEM tel qu'envisagé par la Commission européenne au terme d'une FASI ayant pour objet de compléter l'union bancaire est réalisé sur le fondement de l'article 114 TFUE retenant en principe la procédure législative ordinaire. Plus largement, toute modification du droit dérivé au titre de l'UEM mobilise le Parlement européen en sa qualité d'autorité législative. En revanche, et sans que cela soit propre à l'UEM, le Parlement européen n'exerce aucun rôle actif s'agissant du droit primaire. Il est exclu de la rédaction des traités de l'Union, et a fortiori de ceux ayant une origine intergouvernementale tels le TSCG, dont l'entrée en vigueur est suspendue à une ratification par l'ensemble des parlements nationaux. À l'instar de ces derniers, le Parlement français détient un pouvoir budgétaire dans le prolongement de sa compétence législative. Ainsi, l'article 47 de la Constitution prévoit que le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Bien que leur détermination subisse l'influence des orientations européennes de l'UEM, l'expression parlementaire y est extérieure. Le point de rencontre entre le niveau européen et interne se situe dans l'exercice de la fonction de contrôle parlementaire. Fixant le cadre juridique de la gouvernance économique et financière, le Parlement européen n'est pas un instrument de son pilotage, son mode d'intervention est réglé par sa fonction de contrôle, quand simultanément le Parlement français est en mesure d'adopter des résolutions ayant pour objet l'UEM en vertu de cette même fonction. Il convient donc de distinguer les fonctions parlementaires pour s'attacher à celles de contrôle, exercées par le Parlement européen et les parlements nationaux dans la mesure où elles portent sur un objet identique, l'UEM. Il s'agit d'évaluer leur rôle à cette aune dans la mesure où le déficit démocratique relevé ne vise pas tant la fonction législative de l'institution parlementaire que l'insuffisance de ses moyens de contrôle. D'autant plus que leur manifestation suprême, c'est-à-dire le pouvoir de censure dont disposent le Parlement européen et le Parlement français, à l'égard respectivement de la Commission européenne et du gouvernement, est singulièrement inadaptée en matière de gouvernance. Ce constat ressort avec éclat des réactions parlementaires exprimées, au nom de leur fonction tribunicienne. Une fois passé le temps des discours, se pose alors la question des formes prises par l'institutionnalisation du contrôle parlementaire de l'UEM. La réponse apportée en soulevant la querelle de l'organe, révèle des divisions entre parlementaires européens et nationaux. Elle n'explique pas à elle seule la faiblesse de la fonction de contrôle, ressortant en particulier des perspectives nées du prochain approfondissement de l'UEM annoncé par la Commission. 1. La réaction parlementaire à la crise économique et financière, le temps du discours. À l'Assemblée nationale, la mesure de la crise financière est très vite prise, et tout au long de la 13e législature, 2007 à 2012, l'accent est principalement mis sur la lutte contre les dérèglements du système financier international et européen. Au Sénat, la focale est différente, elle va dans 2 directions. La gouvernance de l'UEM et la situation dans les États membres les plus touchés par la crise. La 14e législature, 2012 à 2017, traduit une inflexion due à l'avancement des travaux relatifs à l'UEM. Pour sa part, le Parlement européen rejoint les parlementaires français dans leur diagnostic face à la crise. 1.1. En réponse à cette dernière, on assiste à la mise en place poussive d'un dialogue entre Parlement et exécutif en dépit de la forme minimale de contrôle qu'il représente. 1.2. 1.1. La convergence du diagnostic parlementaire face à la crise de 2008.
A. Par convention, une date fait corps avec la crise économique et financière de la fin des années 2000, le 15 septembre 2008, date de la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers. Cet événement est celui retenu par le premier rapport de l'Assemblée nationale, consacré à la crise financière. Initialement, la CAE souhaitait présenter un rapport sur la monnaie unique. Elle a dû revoir son agenda en raison de cette actualité. Les causes de la crise sont tout d'abord exposées et tiennent dans une abondance de liquidités aux États-Unis. Il s'agit d'une crise made in America, selon les mots d'un célèbre économiste, résultant d'une importante dérégulation bancaire et financière. Ensuite, la réaction de l'Union européenne y est exposée, Conseil ECOFIN, 7 octobre 2008, Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008, ainsi que les modifications juridiques nécessaires, seuil de garantie des dépôts bancaires des particuliers. Enfin, un ensemble de mesures structurelles et normatives est examiné afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise, la crise ayant mis en lumière certaines lacunes, en particulier en matière de supervision et d'évasion fiscale. À la suite de ce rapport, la résolution numéro 223 du 20 décembre 2008 sur l'Europe face à la crise financière, tout en saluant le rôle très positif joué par la Banque centrale européenne, y compris au-delà de la zone euro, depuis le début de cette crise, appelle à la création d'une autorité européenne de supervision et à un renforcement de la régulation. La tonalité générale de ce rapport d'information et la résolution qui l'accompagne témoignent dans l'ensemble d'une concordance de vues avec l'exécutif et d'un soutien global aux mesures envisagées au niveau européen. Sur sa lancée, est devenue définitive à l'Assemblée nationale la résolution du 25 mars 2009 sur le renforcement de la régulation financière passant par la lutte contre les paradis fiscaux, relayée par la résolution sur la révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne et la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore et les juridictions non coopératives. Ainsi, les députés mettent d'abord l'accent sur les acteurs du système financier international. Il s'agit d'une priorité dépassant les habituels clivages entre la majorité et l'opposition, puisque celle-ci est à l'origine de la résolution relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières en Europe, adoptée à la quasi-unanimité à l'issue du scrutin public du 14 juin 2011. Le recours au scrutin public et le résultat du vote attestent de l'importance du sujet et du large consensus dont fait l'objet la proposition d'une taxe sur toutes les transactions financières de 0,05%. L'une des dernières résolutions de la 13e législature reviendra sur cette nécessité. Les débuts de la 14e législature sont marqués par l'expression de préoccupations comparables à la jonction d'exigences tenant à la démocratie représentative et à la gouvernance de l'UEM. Il en va ainsi de la première résolution européenne examinée par les députés de la CAE, sur l'ancrage démocratique du gouvernement économique européen, et adoptée en séance publique. Par la suite, la position du Parlement français au cours de la législature peut être présentée autour de deux axes. En premier lieu, la nécessaire démocratisation de l'UEM dans le sens d'une meilleure association des parlementaires. En deuxième lieu, son approfondissement qui passe notamment pour les députés par la possibilité d'émettre de la dette en commun et la création d'un trésor européen, ainsi que par une union bancaire. À cet égard, les députés se sont félicités de l'adoption d'un mécanisme de surveillance unique à l'issue d'un vote en séance publique. Suivant une formulation différente, mais obéissant à des visées comparables, les sénateurs soutiennent la double mise en place d'une union bancaire et d'une union budgétaire, se félicitant de tout progrès en ce sens. Ces appréciations concordantes entre les deux assemblées, sans être la règle, sont fréquentes en matière européenne et singulièrement s'agissant de l'UEM, avec toutefois des nuances. B. Au Sénat, l'absence de résolution spécifiquement axée sur la crise de 2008 n'exclut pas toute réflexion, parfois accompagnée d'une orientation plus critique. Les défauts de la gouvernance économique de la zone euro sont soulignés au fur et à mesure que la crise s'installe et s'aggrave au cours de l'année 2009. Les faiblesses du pacte de stabilité et de croissance sont mises en lumière. Les lacunes du dispositif de surveillance prévu sont manifestes puisqu'entre 2008 et 2009,
La zone euro est passée d'un déficit budgétaire de 2%, qui respectait donc la norme de 3%, à 6,4% et l'endettement public s'est creusé de 9 points, tandis que les mécanismes correctifs n'ont jamais pu être appliqués. Autre élément absent des réflexions des députés, et pour cause, sa survenance n'était pas encore connue, la crise grecque. Son rôle dans la mise en lumière du cadre existant est évoqué de même que les réponses apportées qui tiennent en un mot : solidarité. Enfin, une série de propositions visant à tirer les enseignements de la période est examinée, notamment l'introduction dans les constitutions des États membres d'une règle d'équilibre des finances publiques. Par la suite, la CAE du Sénat a étendu ses centres d'intérêt dans de multiples directions de 2010 à 2012 pour s'intéresser à la crise financière et bancaire en Irlande, à la crise économique et financière au Portugal, à la crise grecque et la zone euro, à la crise italienne et la zone euro, à Chypre et la zone euro, tout en conservant sa sensibilité quant à la nécessité des apostrophes. Un contrôle démocratique de l'UEM, réunissant les représentants des commissions compétentes des parlements nationaux et du Parlement européen. Le Parlement européen partage cette vision lorsqu'il estime que le renforcement de la gouvernance économique doit aller de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique de la gouvernance européenne, qui doit être obtenu par une participation plus forte et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux tout au long du processus. Il n'est pas une de ces résolutions qui n'évoque ce voisinage et cette coopération, qu'elle porte en général sur l'UEM ou sur certains de ses développements. Ces préoccupations convergentes sont à l'origine de procédés aux modalités variables, mais à l'intensité comparable dans la mesure où elles prennent la forme d'échanges avec les exécutifs. 1.2. Les débuts poussifs du dialogue entre Parlement et exécutif. A. En réponse à la crise, le Conseil européen décide de lancer le semestre européen, afin de coordonner les politiques économiques et budgétaires des États membres. Il trouve ensuite dans le prolongement de l'article 121 de TFUE, une assise juridique dans le règlement numéro 1175/2011 du Parlement européen du Conseil du 16 novembre 2011 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. Son article 2 bis retient, afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil procède à une surveillance multilatérale, partie intégrante du semestre européen pour la coordination des politiques économiques, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Son application est prolongée d'une part par un autre règlement formant le six-pack, le règlement numéro 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques et des apostrophes. Autre part par le règlement numéro 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, relevant quant à lui du two-pack et établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plan budgétaire et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro. L'ensemble de ces dispositions s'attache à créer les conditions d'un dialogue économique, sur le modèle du dialogue monétaire prévu à l'article 284.3 al. de TFUE. Il s'agit selon les termes communs au règlement numéro 1175/2011, 1176/2011 et 473/2003, afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle. Pour l'essentiel, il s'agit d'examiner les informations que lui a fournies le Conseil sur les grandes orientations de politique économique, conformément à l'article 121 de TFUE. Les orientations générales adressées aux États membres émises par la Commission au début du cycle annuel de surveillance. Les éventuelles conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour les politiques économiques, dans le cadre du semestre européen.
Le Parlement européen se félicite de ce dialogue qu'il voit comme le socle sur lequel il entend ériger une évaluation générale à la fin du semestre européen, et de devenir un partenaire à part entière dans le dialogue macroéconomique et à y participer de façon à réaliser ses objectifs, à savoir apporter une approche coopérative de la politique macroéconomique. Aussi a-t-il saisi ces possibilités, qui auraient pu tout aussi bien être réalisées dans le cadre général de sa fonction de contrôle. Quoi qu'il en soit, le Parlement européen estime qu'il s'agit d'un outil efficace pour que le Parlement soit investi d'un rôle plus important dans le cadre du semestre européen, et souhaite améliorer le dialogue entre le Parlement, le Conseil, la Commission et l'Eurogroupe, en proposant d'officialiser le rôle de contrôle du Parlement sur le semestre européen dans un accord interinstitutionnel. En attendant cette formalisation, ce dialogue économique est conduit tout au long de l'année et donne lieu à certains moments clés du semestre européen à l'adoption par le Parlement européen de résolutions. B. Symétriquement, la mise en place du semestre européen concerne les parlements nationaux. Elle retient l'attention du Sénat, pas tant pour en souligner les risques pour les prérogatives des parlements nationaux, que pour se féliciter des avantages qu'il comporte en permettant de mieux impliquer les parlements nationaux dans les affaires européennes en les faisant sortir d'un cadre économique qui demeure encore trop strictement national. À ce titre, et après avoir été supprimé à l'initiative du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le Sénat a rétabli en commission un amendement prévoyant que le gouvernement transmet au Parlement le projet de programme de stabilité avant sa transmission à la Commission européenne. Ce projet s'insère dans le semestre européen en vertu duquel un dialogue budgétaire s'établit entre chaque État membre et la Commission. À la suite de cette transmission, un débat et un vote sont possibles devant chaque Assemblée. Les motifs en ont été clairement exposés lors des travaux préparatoires. Du point de vue de la souveraineté nationale, il est indispensable que le document qui engage la stratégie des finances publiques et dont les lois financières annuelles sont de plus en plus appelées à n'être qu'une déclinaison, soit examiné et débattu au Parlement avant sa transmission à la Commission européenne. L'article 14 de la loi No 2010/1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques prévoit à cet effet, à compter de 2011, le gouvernement adresse au Parlement au moins 2 semaines avant sa transmission à la Commission européenne en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote. Sur ce fondement, le gouvernement a présenté une déclaration sur le programme de stabilité européen au titre de l'article 51C, inséré par la révision constitutionnelle de 2008 devant l'Assemblée nationale le 2 mai 2011. Dans les faits, avant de transmettre le programme de stabilité français à la Commission européenne, le gouvernement fait devant les assemblées une déclaration à son sujet, suivie d'un débat et éventuellement d'un vote, mais l'Assemblée nationale est seule à pouvoir le faire précéder d'explications. Cette innovation est confortée par l'un des règlements formant le six-pack puisqu'il considère que dans le respect des dispositions légales et politiques de chaque État membre, il convient que les parlements nationaux soient dûment associés au semestre européen et à la préparation des programmes de stabilité, des programmes de convergence et des programmes de réforme nationaux afin de renforcer la transparence des décisions qui sont prises, l'adhésion à ces décisions et la responsabilité à l'égard de ces décisions. Toutefois, il est rapidement apparu lors de la mise en œuvre de cette procédure qu'elle a pour conséquence de mettre les parlementaires, pour ainsi dire, devant le fait accompli, ces derniers ne pouvant qu'approuver ou refuser en bloc la déclaration du gouvernement, sans moyen d'infléchir en amont lors de l'élaboration des programmes, ou bien lors de la présentation, le contenu des documents transmis à la Commission européenne. Dans ces conditions, l'Assemblée nationale demande à être associée aux discussions préparatoires réunissant le gouvernement et la Commission en vue de l'élaboration des programmes de stabilité et de réforme. De plus, les députés déplorent que durant 2 ans le gouvernement n'ait pas transmis de programme de stabilité. À ses débuts, la coopération avec la Commission n'a pas non plus été au rendez-vous. Les députés avaient lancé une invitation au commissaire en charge des affaires économiques et monétaires en vue de son audition, en se fondant sur l'une des dispositions du two-pack,
dans le cadre du semestre européen, laquelle n'a pas reçu de réponse favorable. Par la suite, une pratique plus conforme à l'esprit du cadre réglementaire de l'Union s'est imposée en vertu de laquelle le commissaire européen en charge des affaires économiques et financières a été entendu par les députés en 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que par la CAE du Sénat. L'attribution du portefeuille de commissaire européen en charge des affaires économiques et financières à l'ancien parlementaire et ministre français, Pierre Moscovici, explique sans doute cette assiduité. Il est à noter qu'en règle générale, ces auditions sont conduites conjointement avec la Commission des finances et parfois la Commission des affaires étrangères. Cette pratique inscrite dans la loi et permise par les dispositions internes à l'Assemblée nationale et au Sénat témoigne des possibilités offertes par le droit interne, réduite cependant à un contrôle information, proche du degré zéro de la fonction de contrôle en raison du faible rôle reconnu au Parlement français. D'autant plus que la source des contraintes budgétaires pesant sur les États membres se situe à l'échelon supérieur et appelle comme telle une institutionnalisation européenne d'un renouveau parlementaire en matière d'UEM. Sa forme divise le Parlement français et son homologue européen, quand bien même ce dernier se déclare favorable à ce que les parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs, les parlements nationaux et le Parlement européen se livrent à un dialogue et à une coopération économique, particulièrement dans le cadre du semestre européen pour débattre des orientations économiques. La convergence des fins n'est pas la garantie d'une concordance des moyens. 2. L'institutionnalisation du contrôle parlementaire de l'UEM, la querelle de l'organe. Le contrôle parlementaire de l'UEM est susceptible d'emprunter trois formes organiques. En premier lieu, une Assemblée européenne de parlementaires des États de la zone euro désignés suivant le système antérieur à l'élection au suffrage universel, sur le modèle de la délégation. En deuxième lieu, il est permis d'envisager un organe mixte formé de parlementaires européens et des États membres. Enfin, en troisième lieu, une structure allégée sous la forme d'une conférence interparlementaire. C'est cette dernière voie qui est choisie conformément à l'article 13 du TSCG. En dépit de la souplesse de cette formule, son lancement a été contrarié par la division du travail parlementaire que semble impliquer l'UEM, mêlant compétences monétaires exclusives pour les États de la zone euro et compétences partagées en matière économique pour l'ensemble des États membres, 2.1. Laquelle rend illusoire la perspective d'un Parlement de la zone euro, faisant ainsi apparaître des divergences quant à l'institutionnalisation parlementaire de l'UEM, 2.2. 2.1. Le lancement contrarié de la conférence interparlementaire de l'article 13 TSCG, l'écueil de la division du travail parlementaire en matière d'UEM. A. À l'origine de l'article 13 du TSCG, on trouve une initiative de députés français, ayant pour objectif de réunir les parlementaires européens et nationaux afin d'échanger au sujet de l'UEM. Elle éclot sur un terreau fertile dans la mesure où pour sa part, dès 2009, dans sa première résolution faisant suite au déclenchement de la crise, le Parlement européen juge utile d'instituer un mécanisme contraignant de consultation des parlements nationaux, parallèlement au Parlement européen, pour la définition concertée des programmes de stabilité et de convergence, conformément au pacte de stabilité et de croissance, et des programmes nationaux de réforme, conformément aux lignes directrices intégrées de Lisbonne, en veillant à les associer et à les présenter conjointement, si possible à l'automne de chaque année. L'association sous une forme consultative des parlements nationaux est le mode opératoire retenu par le Parlement européen pour ces derniers, marquant d'évidence leur extériorité. Cette disposition retient, comme le prévoit le titre 2 du protocole numéro 1, sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité de l'Union européenne, le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et des autres questions régies par le présent traité. Le renvoi au protocole équivaut à un rappel des possibilités offertes par le traité de Lisbonne s'agissant de la coopération interparlementaire, de sorte qu'en soi cette disposition n'emporte pas d'effet juridique, elle vaut rappel déclaratif.
Ainsi que l'indique le Sénat, c'est un engagement politique en vue d'une sorte de COSAC finances publiques. Dans le rapport dit des 4 présidents, intitulé « Vers une véritable union économique et monétaire », la coopération interparlementaire telle qu'elle figure dans le protocole numéro 1 est prise en exemple. C'est d'ailleurs l'unique qui soit pour améliorer l'implication des parlements. Cette convergence des positions procède sans doute de la timidité des propositions. Chacune de leur côté, les assemblées françaises ont appelé de leur vœu la mise en place rapide de cette conférence interparlementaire. Le Sénat prône sa tenue notamment avant chaque Conseil européen de printemps pour débattre des grandes orientations budgétaires communes des États membres et de l'Union, et le cas échéant, de voter une résolution sur ces sujets, tandis que l'Assemblée nationale appelle à la constitution au sein de cette conférence d'une commission spéciale composée de représentants des parlements des États membres de la zone euro et du Parlement européen et chargée examiner les questions propres à la gouvernance de la zone euro et à la mise en œuvre des instruments européens de stabilité financière. En définitive, le lancement de cette conférence a été décidé lors de la conférence des présidents des parlements de l'Union européenne qui s'est tenue à Chypre les 22 et 23 avril 2012. Il est alors simplement convenu qu'elles se réunissent 2 fois par an, dont une fois au sein du Parlement européen, qu'elles débattent de tout sujet relevant de l'Union économique et monétaire, et qu'elles rassemblent des délégations nationales et du Parlement européen dont la taille et la composition seront librement fixées par chacun d'entre eux. Cette position rejoint largement celle exprimée à l'issue de la réunion des présidents de parlement des États fondateurs de l'Union européenne et du Parlement européen, qui a eu lieu à Luxembourg, le 11 janvier 2013. En attendant, la première réunion qui s'est tenue à Vilnius les 16 et 17 octobre 2013 a fait apparaître des divergences d'approche quant à la nécessité d'établir un règlement intérieur. Confirmée dès la deuxième réunion à Bruxelles les 20 au 22 janvier 2014, elle résulte pour partie de la volonté du Parlement européen de limiter le domaine de la conférence au champ économique. Pour les députés français, cela revient à dissoudre la conférence au sein de la semaine parlementaire européenne qu'il a lancée il y a 2 ans. De leur côté, plusieurs parlements nationaux souhaitaient au contraire l'étendre aux aspects financiers. Par la suite, une rencontre entre des parlementaires français appartenant aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et une délégation du Bundestag a mis en lumière les différences d'approche quant à la conception et au rôle de cette conférence, lesquelles renvoient à des situations parlementaires internes différentes. B. L'adoption au bout d'un délai de 2 ans de son règlement intérieur par la conférence à Luxembourg, le 10 novembre 2015 illustre ces difficultés. Il prévoit en son article 2 que la conférence est un cadre de référence pour le débat et l'échange d'informations et de meilleures pratiques pour la mise en œuvre des dispositions du traité, afin de renforcer la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen et de contribuer à assurer la responsabilité démocratique dans le domaine de la gouvernance économique et des politiques budgétaires de l'Union. La référence à une gouvernance économique non assortie de la politique monétaire dit assez la volonté du Parlement européen de séparer les deux en raison d'un fondement de compétences différent, exclusif pour la première, partagé pour la seconde, tandis que la pluralité budgétaire renvoie au champ d'action des parlements nationaux. Ce consensus bâti à partir du plus petit dénominateur commun est le fruit des travaux de la conférence des 29 et 30 septembre 2014 qui s'est tenue à Rome. La désignation officielle de cette enceinte réunissant des parlementaires rend compte de cet aspect. Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance au sein de l'Union européenne. Cette enceinte est traversée d'une mixité tenant par nature à sa composition et à sa fonction, en raison de la division du travail qu'elle postule entre parlementaires européens et nationaux. En d'autres termes, en dépit de l'invention institutionnelle qu'elle incarne, cette réponse se heurte à des obstacles nés précisément de cette dualité et en l'occurrence mal conciliés. Le point central des divergences entre le Parlement européen et les parlements nationaux tient dans la volonté du premier d'établir une division du travail entre parlements s'agissant du semestre européen, le premier débattant des grandes orientations de politique économique, les seconds des recommandations par pays. Au contraire,
Ces derniers et en particulier le Parlement français voient dans la conférence interparlementaire l'enceinte idoine pour permettre au Parlement européen et aux parlements nationaux d'intervenir tout au long du semestre européen. Les ressorts de cette opposition tiennent d'une part dans une préférence pour une expression parlementaire européenne assise sur une institution de l'Union, et au fond centralisée et intégrée, et d'autre part dans une expression parlementaire plurielle institutionnalisée sous la forme d'une enceinte formée de parlementaires nationaux. Le Parlement européen maintient fermement cette division du travail, alors que le Parlement français continue d'appeler à une collaboration organiquement située dans la conférence interparlementaire. Une fois le règlement intérieur adopté sur cette base minimale, la conférence interparlementaire s'est réunie suivant ces dispositions, c'est-à-dire au moins 2 fois par an, en coordination avec le cycle du semestre européen. Durant le premier semestre de chaque année, en général en février, elle se tient à Bruxelles. Son organisation relève du Parlement de l'État membre assurant la présidence de l'Union ainsi que du Parlement européen, lesquels assurent une présidence conjointe. Au second semestre de chaque année, la conférence se déroule sous l'égide du Parlement de l'État membre présidant pour un semestre le Conseil de l'UE. Ce déroulement général témoigne d'un compromis. La première conférence interparlementaire se tient au début de l'année dans le cadre de la Semaine parlementaire européenne, tandis que celle de l'automne se déroule dans son cadre propre. C'est ainsi que la conférence s'est réunie les 3 et 4 février 2015, Bruxelles, les 9 et 10 novembre 2015, Luxembourg, les 16 et 17 février 2016, Bruxelles, du 16 au 18 octobre 2016 à Bratislava, Slovaquie, du 30 janvier au 1er février 2017, Bruxelles, les 30 et 31 octobre 2017 à Tallinn, Estonie, et les 19 et 20 février 2018, Bruxelles. Les parlementaires se répartissent en plusieurs ateliers thématiques, en règle générale au nombre de 4, et échangent leurs points de vue sous la présidence d'un parlementaire participant. À l'issue de cette rencontre, la présidence de la conférence publie un résumé. Si l'on en juge par le traitement de ces travaux par les CAE de l'Assemblée nationale et du Sénat, un relatif désintérêt s'en dégage après un activisme marqué jusqu'en 2014 à 2015 par un nombre important de propositions visant à structurer la coopération interparlementaire. Certes, ces conférences permettent des échanges et des débats, mais sans jamais porter atteinte aux compétences respectives des parlements européens et nationaux ni les contraindre. Ces instances ne sont donc investies d'aucune prérogative décisionnelle et en ce sens, il est difficile d'y voir l'exercice d'un quelconque démos kratos dans l'UE. Sans même évoquer le défaut d'un tel soubassement, en pratique les conditions ne sont pas réunies. The undefined size of the national delegation, and indeed their largely varying size in practice, the lack of continuity in the identity of the participating MPS and the fact that all decisions are taken by consensus are certainly weakness hampering the proper and efficient functioning of the conference. L'illusion d'une assemblée parlementaire de la zone euro n'est pas de nature à corriger les insuffisances relevées. 2.2. L'illusion d'un parlement de la zone euro. A. À l'issue de la première conférence interparlementaire de Vilnius en 2013, plusieurs pistes méritaient aux yeux du Sénat d'être explorées. L'organisation de débats contradictoires réguliers entre les parlements nationaux et la Commission européenne, l'institution, au sein du Parlement européen, d'une structure dédiée à la seule zone euro, le renforcement de la conférence interparlementaire prévue par Article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. La constitution au sein de cette conférence interparlementaire d'une commission spéciale compétente pour la seule zone euro, la création d'un comité mixte comprenant des membres du Parlement européen issus de pays de la zone euro et des membres des parlements nationaux de la zone euro, qui seraient amenés à se prononcer lors des étapes les plus importantes du semestre européen. Parmi toutes ces propositions se dégage celle d'un Parlement non permanent de la zone euro, formé en son sein exclusif ou ayant une composition mixte comprenant des parlementaires européens et nationaux issus de pays de la zone euro. Si bien que la mention flatteuse d'un Parlement de la zone euro masque une diversité des situations. Sans doute que l'essentiel n'est pas dans le détail de sa composition et de son organisation. En réalité,
La création de l'Assemblée de la zone euro fait figure de nom de code d'un combat politique et culturel plus large pour démocratiser le projet européen et réorienter le sens des politiques conduites en son nom. Cette intention commune est zébrée d'une fracture entre parlementaires européens et français. Pour ces derniers, la démocratisation de la gouvernance de l'UEM passe par la constitution d'un parlement de la zone euro ou d'une enceinte en tenant lieu, au motif que l'UEM et la zone euro sont des espaces juridiquement distincts. C'est ainsi que l'Assemblée nationale envisage à moyen terme le passage de la conférence interparlementaire prévue par l'article 13 du TSCG vers un organe parlementaire du gouvernement économique européen, incarnant à terme un Parlement de l'Union monétaire. Ce modèle est un écho parlementaire à l'organe exécutif de la gouvernance de l'UEM incarné par l'Eurogroupe, est composé des ministres des Finances des États membres de la zone euro. Toutefois, ce parallèle repose sur des prémices erronées dans la mesure où il s'agit d'une émanation du Conseil, institution assurant la représentation du pôle intergouvernemental. Le schéma institutionnel européen exerce nécessairement une influence sur les réflexions des parlementaires français, mais ce faisant elle conduit à des erreurs d'appréciation. Soutenir la création d'un organe parlementaire de la zone euro implique une séparation dans la représentation démocratique difficilement soutenable, un Parlement de l'Union cohabitant avec un Parlement de l'UEM il soit formé de manière mixte avec de parlementaires des États membres appartenant à la zone euro, ou de façon exclusive de parlementaires européens élus dans ces mêmes États membres. Cette dualité de représentation ne se retrouve pas entre le Conseil et l'Eurogroupe. Chaque ministre agit au nom du même État membre, quel que soit le domaine concerné. Sans doute est-ce pour l'éviter que le Sénat évoque de façon plus réaliste, soit la création d'un organe infraparlementaire mêlant parlementaires nationaux et européens sous la forme d'un comité mixte comprenant des membres du Parlement européen issus de pays de la zone euro et des membres des parlements nationaux de la zone euro, qui seraient amenés à se prononcer lors des étapes les plus importantes du semestre européen, soit la constitution au sein de la conférence interparlementaire prévue à l'article 13 TSCG, une commission spéciale compétente pour la seule zone euro. B. Bien que favorable à une coopération avec les parlements nationaux, le Parlement européen ne l'envisage pas sur ce registre. D'une part, il souligne qu'il est la seule institution de l'Union européenne qui représente directement les citoyens au niveau de l'Union, qu'il est l'organe parlementaire de l'UEM et que sa participation appropriée est essentielle pour assurer la légitimité démocratique et le bon fonctionnement de l'UEM et constitue une condition préalable à toute autre avancée dans le sens d'une union bancaire, d'une union budgétaire et d'une union économique. Et d'autre part, il considère qu'une telle coopération ne devrait pas être vue comme la création d'un nouvel organe parlementaire mixte qui serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel. De plus, il rejette fermement l'idée d'une division fonctionnelle en son sein au motif que toute différenciation officielle entre les droits de participation parlementaire liés à l'origine des députés au Parlement européen constitue une discrimination fondée sur la nationalité, dont l'interdiction est un principe fondateur de l'Union, et viole le principe d'égalité entre les citoyens de l'Union tel que consacré à l'article 9 du traité UE. La perspective assez peu réaliste d'un Parlement de la zone euro ou de toute autre enceinte parlementaire spécifiquement dédiée à cette dernière, nécessitant au surplus une improbable révision des traités, a conduit les députés à reprendre plus fidèlement le schéma exécutif en proposant au sein même du Parlement européen la constitution d'une commission de la zone euro, et de l'inviter à cette fin à créer une structure dédiée à la zone euro en son sein. Toutefois, les incidences que peuvent avoir les souhaits de l'Assemblée nationale sur l'organisation interne du Parlement européen sont par nature extrêmement limitées, si bien que le schéma institutionnel du contrôle parlementaire de l'UEM est suspendu de part et d'autre à l'action respective du Parlement européen et des parlements nationaux, accessoirement coordonnée par la conférence prévue à l'article 13 TSCG. Cette organisation est soutenue par le droit positif dans la mesure où le TSCG, le six-pack et le two-pack valent pour l'UEM et non spécifiquement pour les États de la zone euro. Le cadre juridique pesant sur ces derniers est pour l'essentiel comparable à l'ensemble des États, bien que la législation en vigueur distingue parfois entre États membres participants,
IE ceux dont la monnaie est l'euro, et non participants, IE les États membres autres que ceux dont la monnaie est l'euro. Le cœur de la divergence d'appréciation entre le Parlement français, et par hypothèse certains parlements nationaux, et le Parlement européen, réside à nouveau dans une division du travail et une répartition des missions. Le premier est favorable à une action concertée au niveau européen, alors que le second considère que les parlements des États membres disposent des moyens constitutionnels pour exercer leur action sur leurs gouvernements respectifs et en particulier sur leurs ministres respectifs, membres de l'Eurogroupe. La résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne exprime clairement sa doctrine. La légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes doivent être garanties au niveau national et de l'Union par les parlements nationaux et le Parlement européen, respectivement, et de rappeler le principe énoncé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012. Tout au long du processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre. En vertu de quoi, il réaffirme que pour renforcer la gouvernance démocratique de l'UEM, rien ne peut remplacer un renforcement formel de la pleine légitimité du Parlement européen, organe parlementaire à l'échelon européen. Dès lors, l'évocation par le président de la République, Emmanuel Macron, à Athènes le 7 septembre 2017, de la mise en place d'un Parlement de la zone euro qui permettra de construire les règles d'une responsabilité démocratique de celles et ceux qui prendront des décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vient contredire cette position assez largement partagée. Cela explique sans doute la raison pour laquelle on ne trouve plus trace de cette proposition dans les discours postérieurs présentant sa vision de la construction européenne. 3. Les formes altérées de la fonction de contrôle parlementaire de l'UEM. La parlementarisation de l'UEM nécessite la création dans le pôle exécutif de l'Union d'un acteur susceptible de rendre des comptes devant le Parlement européen et dialoguant avec les parlementaires nationaux. En l'état actuel du droit, son défaut motive des propositions en vue de la création d'un ministre ou haut représentant pour les affaires économiques et financières. Cette incarnation exécutive de la gouvernance de l'UEM est une condition d'un véritable contrôle parlementaire. 3.1. Parce que nécessaire, mais sans être suffisante, cette condition n'anéantit pas le risque potentiel de la réduction de la fonction de contrôle parlementaire s'agissant de la gouvernance de l'UEM. D'autant plus qu'il persiste au regard de la teneur de propositions de la Commission qui ne sont pas sans faire surgir le sceptre d'une agenciarisation parlementaire. 3.2. 3.1. La réalisation d'un contrôle parlementaire par l'incarnation exécutive de l'UEM, un haut représentant à l'économie et aux finances. A. La structure même de l'Union européenne est génératrice d'un double angle mort quant à l'exercice des fonctions parlementaires de contrôle et de législation, et quant à leur niveau d'exercice, européen et interne. Le Parlement européen assure la représentation démocratique à l'échelle européenne, mais si grande est sa participation à fonctions législatives, son influence sur sa gouvernance est limitée en raison d'une fonction de contrôle anémiée. Les parlements nationaux offrent un profil inverse. Si faible, voire nulle, est leur influence sur le droit dérivé, fort est le pouvoir de contrôle qu'ils exercent sur leurs gouvernements respectifs au titre de la responsabilité politique pesant sur ces derniers suivant des règles constitutionnelles procédant peu ou prou du régime parlementaire. De sorte que la fonction de contrôle est à la fois fragmentée et centralisée quant à son exercice, sans porter véritablement quant à son objet sur l'instance de direction de l'UEM, que celle-ci repose sur le Conseil européen, le Conseil ou sur l'Eurogroupe, voire sur une forme d'attelage réunissant les trois. Cette structuration de la gouvernance de l'UEM se retrouve d'une certaine manière dans les réponses apportées à la crise des dettes souveraines. Ainsi, le mandat de la Troïka, réunissant la Commission, la BCE et le Fonds monétaire international en vue de prêts bilatéraux coordonnés, suivant la déclaration du 25 mars 2010 des chefs d'État ou de gouvernement, est perçu au terme du rapport d'enquête du Parlement européen, comme n'étant pas clairement défini et dépourvu de transparence et de contrôle démocratique. La situation des parlements des États membres concernés par cette assistance financière n'est guère différente.
Le caractère non permanent de la Troïka et son extériorité au regard du schéma institutionnel de l'Union peuvent expliquer ces lacunes. En revanche, le défaut de contrôle parlementaire adossé à une responsabilité politique juridiquement prévue à l'encontre du centre décisionnaire de l'UEM est davantage préoccupant. Au demeurant, cet éparpillement est un défi lancé à toute institution parlementaire. Ainsi que l'analyse le professeur Francesco Martucci, Conseil ECOFIN, Commission, BCE, Eurogroupe, Sommet de la zone euro, Comité économique et financier, la prise de décision s'avère donc éclatée de sorte qu'il est délicat d'isoler un point d'imputation politique. Ce défaut d'imputation entraîne une difficile imputabilité et par voie de conséquence, constitue un obstacle à l'exercice de la fonction de contrôle parlementaire. Un chapelet de résolutions du Parlement européen se focalise sur cette faille, tantôt pour regretter l'absence de contrôle parlementaire de la Troïka, du FESF et du ME, tantôt pour souligner la nécessité de renforcer la responsabilité démocratique du Parlement européen et celle des parlements nationaux en ce qui concerne les éléments essentiels du fonctionnement de la zone euro, tels que le mécanisme européen de stabilité, les décisions de l'Eurogroupe et le suivi et l'évaluation des programmes d'assistance financière, ou encore pour dénoncer la création d'organes consultatifs de la Commission échappant à son contrôle, tel le Comité budgétaire européen. Ces préoccupations ont en commun de renvoyer à la nécessité d'identifier le lieu du pouvoir économique et monétaire européen, au besoin, en renforçant le rôle du membre de la Commission compétent pour les affaires économiques et financières et pleinement responsable à ce titre. Dans ce cadre, le Parlement européen évoque la création d'un ministère européen des Finances dirigé par un ministre des Finances européen, comme élément clé d'une véritable UEM. Cette innovation est possible sans révision des traités, alors que la figure institutionnelle d'un haut représentant l'exige. Cette dernière est conçue sur le modèle du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il s'agit d'instituer un haut représentant pour l'UEM qui saurait à la fois être membre de l'Eurogroupe et en assurer la direction, tout en demeurant membre de la Commission européenne. Il pourrait même présider le Conseil ECOFIN, formation du Conseil regroupant l'ensemble des ministres de l'économie et des finances des États membres. Cette incarnation de l'UEM est de nature à renforcer le contrôle parlementaire européen. Le précédent du haut représentant pour les affaires étrangères de la politique de sécurité renforce son caractère opérationnel. Toutefois, la révision des traités qu'elle implique atteint à court terme sa faisabilité. Quoi qu'il en soit, les députés français soutiennent la création d'un haut représentant pour l'Union économique et monétaire. B. Dans sa résolution du 16 février 2017, le Parlement européen entend contourner l'obstacle en suggérant de fusionner la fonction de président de l'Eurogroupe avec celle de commissaire aux affaires économiques et financières, et si cette fusion a lieu, il conviendra que le président de la Commission nomme ce commissaire à la vice-présidence de la Commission. Dans une résolution du même jour, la mission dévolue à la Commission et par conséquent à ce super-commissaire de l'UEM est ainsi définie. Elle recouvre la capacité de formuler et de mettre en œuvre une politique économique commune de l'Union combinant des instruments macroéconomiques, budgétaires et monétaires, s'appuyant sur une capacité budgétaire de la zone euro. Dès lors, le ministre des Finances devrait être responsable du fonctionnement du mécanisme européen de stabilité et d'autres instruments mutualisés, notamment de la capacité budgétaire, et être le seul représentant extérieur de la zone euro au sein des organisations internationales, en particulier dans le secteur financier. La Commission appuie partiellement cette aspiration à un cumul de la fonction de commissaire-ministre de l'économie et des finances avec celle de vice-président de la Commission, en indiquant qu'elle pourrait être attribuée dans le cadre de la désignation de la prochaine Commission, à compter de novembre 2019. L'Eurogroupe pourrait convenir de manière informelle d'élire le ministre à sa présidence pour 2 mandats consécutifs, alignant ainsi son mandat sur celui de la Commission. Des doutes pèsent sur la conformité au traité de cette proposition, tenant principalement dans la compatibilité entre le principe de collégialité de la Commission et l'exercice en propre de pouvoir par le super-commissaire à l'économie et aux finances,
et par ricochet la nature de sa responsabilité devant le Parlement européen interroge. Une difficulté pratique pourrait naître de la censure du super-commissaire, dans la mesure où elle vaudrait démission du président de l'Eurogroupe, lequel n'est pas responsable en droit devant le Parlement européen. Toutefois, ce cas de figure vaut actuellement pour le haut représentant de la PESC, certes fondé par le TU, présidant à ce titre le Conseil de l'UE dans sa formation Affaires générales. Ce précédent ne soulève aucune difficulté majeure pour ces deux aspects, collégialité et responsabilité. Quant à la possible schizophrénie institutionnelle consécutive au dédoublement fonctionnel propre au poste, there is a conflict of interest implicit in the doubleting of the European Minister, AMU Commissioner and Chair of the Eurogroup. Sans la nier, elle est au cœur de la construction européenne et à l'institution qui en fixe la destinée, à savoir le Conseil européen. Ainsi, aucun obstacle juridique n'apparaît comme insurmontable à la répartition projetée au sein de la Commission et la relation fonctionnelle qu'elle établit avec la présidence de l'Eurogroupe. Une telle convergence de vues ouvre des horizons fertiles, dans la mesure où avant de procéder à la définition d'instruments de contrôle encore faut-il identifier l'autorité sur lesquelles ils peuvent s'exercer. Un haut représentant de l'UEM, ou à tout le moins un super-commissaire de l'économie et des finances remplit cet office sans garantir l'effectivité du contrôle parlementaire ni rejeter le spectre de son attrition. 3.2. L'attrition de la fonction de contrôle parlementaire de l'UEM, vers une agenciarisation parlementaire ? A. À côté de cette proposition de donner un visage à la gouvernance de l'UEM, les orientations générales relèvent par définition du Conseil européen dont le contrôle parlementaire au niveau national est inexistant tandis que celui du Conseil est purement théorique. Les lacunes d'une fonction de contrôle parlementaire décentralisée ne sont pas compensées au niveau européen. Les pouvoirs de contrôle politique dont dispose le Parlement européen à l'égard du Conseil européen et du Conseil restent, de manière générale, limités et déséquilibrés. La situation est aggravée par l'instauration d'éléments intergouvernementaux, tels le TSCG, présentant par nature une extériorité à l'égard du système institutionnel de l'Union. Dès lors, traduit une progression mécanique de la fonction de contrôle du Parlement européen son intégration dans le droit de l'Union, qu'il appelle de ses vœux ainsi que l'introduction du mécanisme européen de stabilité et du fonds de résolution unique dans le droit de l'Union, sur la base d'une évaluation complète de leur mise en œuvre et avec une surveillance démocratique adéquate par le Parlement, qui garantissent que le contrôle et l'obligation de rendre compte soient du ressort de ceux qui y contribuent. Le Parlement européen s'inscrit ainsi dans le prolongement du rapport des 5 présidents du 22 juin 2015, attaché qu'il est à intégrer les solutions intergouvernementales dans le cadre juridique de l'UE. Dans sa feuille de route, la Commission soutient le projet d'une intégration des mécanismes intergouvernementaux dans le droit de l'Union, avec en particulier la création d'un Fonds monétaire européen en lieu et place du MES, adopté conformément à l'article 352 TFUE en vertu duquel le Parlement européen dispose d'un droit d'approbation, i.e. un droit de veto tandis que le rôle des parlements nationaux est s'apostrophe. Agissant du respect du principe de subsidiarité, est rappelé. Le Parlement européen milite également en faveur d'un contrôle à la pérennité assuré par la formalisation d'un accord interinstitutionnel garantissant, dans le cadre des traités, que la structure du semestre européen permette un contrôle parlementaire régulier et efficace de ce processus, en particulier en ce qui concerne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.